Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Nadjafi, comment ça va? ça va très très bien, Monsieur Simon. Tout va bien, vous? Tout se passe bien? C'est magnifique. Hop. Coiffure à la Elvis, Erfan? Ah bonjour, ça va Xavier? Ça va. Bah, j'ai l'impression de ne pas voir tout le monde du coup, mais c'est très bien. Et Bonjour tout le Pierre? Alors, monde. il y a des caméras désactivées pour le moment. Il y a encore du monde qui est en train d'arriver, donc je pense qu'on va attendre encore 2 minutes. Si c'est OK pour toi, Erfan. Toujours bon, pas de problème. En attendant, il faut meubler, non? C'est la partie la plus agréable de toutes les vidéoconférences, de tous les webinaires. Il faut meubler en attendant tout le monde. Donc meublons. Trouve des Il trucs faut que tu sympas à chantes, hein. dire, des vannes. T'as pas une blague à Toto, un truc comme ça à raconter rapidement? Toto, non, mais j'en ai peut-être une ou deux pas mal, ouais. Allez, vas-y, balance. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise qui ne réussit pas? Bon, bah, tu vas nous le dire du coup, je pense. Un prospect. Quelqu'un qui ne suit pas ta masterclass. Waouh, mon Dieu, il est incroyable ce garçon. C'est la folie, c'est la folie. Non, t'es trop fort, t'es trop fort. Il y a encore combien de personnes qu'il y a? Enfin, attends, on est 9. Ouais, on peut tout doucement commencer, non? Ou tu veux attendre encore? On peut, ouais. Et puis, de toute façon, on va faire une petite présentation. Donc, pour tout le monde, on va faire une petite présentation de Alt Formation déjà, pour que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi vous êtes là ce matin. Et puis ensuite, je t'introduirai, hein, Erfan, en tout bien tout honneur. Je te laisserai te présenter également. Et à la suite de ça, on pourra démarrer cette masterclass sur l'entrepreneuriat, assez simple mais pas très facile. Et du coup, ben, je vais démarrer. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran partagé? Yes. Alors, on va juste instaurer les petites règles assez rapidement. L'objectif, c'est que ce soit très vivant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, de le faire. Par contre, bon, puisqu'on commence à être 11 là pour le moment, et puis ça peut encore rentrer, pour que ce soit assez vivant, mais qu'on se comprenne tous, voilà, vous avez un petit bouton lever la main. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez également un onglet conversation dans lequel vous pouvez poser des questions si jamais pendant le discours d'Erfan, vous avez une question pour ne pas l'oublier, mais en même temps continuer à écouter ce qui est en train de se dire. N'hésitez pas à le noter dans conversation et puis moi, je pourrais interagir pour vous redonner la main. Et puis voilà, on va démarrer tout doucement. Donc, Alt Formation, qu'est-ce que c'est? Alt Formation, tout simplement, c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope. Tout le monde est en France à part Erfan ou j'ai des... Non, il y a plein de Belges. Oh là là, il n'y a pas de Belge. Aïe, 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 j'ai pas ramené ma Les frite une meilleurs, fois. les meilleurs. Mais tu t'attendais à quoi? Tu invites un Belge, tu t'attends à pas avoir de Belge dans ton. C'est Je, même mieux, c'est plein de liégeois. Ouais, c'est je suis vrai, bien c'est vrai. tombé et j'ai pas fait de blague sur la Belgique au débarrage, tu l'auras remarqué. Ouais, ça aurait été faute diplomatique, tu vois. Donc, Alt Formation, c'est une équipe d'experts comme Erfan aujourd'hui qui va pouvoir répondre à son domaine d'expertise. Mais nous avons des experts dans plusieurs domaines d'intervention qui sont très variés. Ça va aller de la langue étrangère en passant du coup par le commerce, le management, le CACES, les formations obligatoires. Donc, je ne sais pas en Belgique comment ça fonctionne exactement au niveau de la formation. Mais en France, c'est très structuré par France Compétences. Tout ça au service de l'excellence opérationnelle. Donc, c'est là où on se retrouve avec Arfan. C'est vraiment l'objectif de vous faire décoller et arriver à vos objectifs. Un site internet altformation.fr, un LinkedIn Altformation ou le mien Sébastien Bosetti. N'hésitez pas à nous suivre pour les prochains webinaires puisqu'il y en a un tous les mois. Et puis voilà pour ce qui est de nous. Syrasis Consulting, qui est présent aujourd'hui avec Arfan, c'est une méthodologie qui est simple. C'est une équipe d'experts, des résultats concrets et tout ça, encore une fois, au service de votre excellence opérationnelle. Mais celui qui en parle le mieux, c'est Arfan ici présent.
Donc, je vais te laisser prendre la parole. N'hésitez pas aussi à aller voir sur son site internet tirazis.com si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec lui pour pouvoir discuter un petit peu plus. Et puis, vous verrez, il vous donnera son LinkedIn à la fin également pour que vous puissiez lui poser les questions que vous n'avez pas pu lui poser pendant ce webinaire. Tirazis Consulting sur LinkedIn et sur Internet. Erfan, je te laisse prendre la main du coup. Ouais, je vais prendre la main du coup. Comment on fait? Non, je rigole. Hop, hop, attends. Ouais. Est-ce que vous voyez 1000 fois là, tous? Oui. Ok. Est-ce que là, vous voyez la formule ou pas? Yes. On voit une en tout cas. Mon Dieu, c'est incroyable. Ça marche, quand ça marche, c'est génial. Donc, très rapidement, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas dans le webinaire. Moi, j'ai toujours entrepris et je ne sais rien faire d'autre. Pourtant, j'ai essayé, mais je suis très, très mauvais dans plein de domaines. Et là où je suis bon, ben, c'est essentiellement dans le fait de prendre des idées et de les créer, enfin, de les transformer en entreprise. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vois qu'il y a une personne qui est dans le webinaire, une personne que je veux mettre à l'honneur aujourd'hui, Jihan, qui est une des personnes que j'accompagne aujourd'hui et qui, au départ, est venue juste avec des compétences, sans idée business, et qui vient de conclure ses premières ventes sur du high ticket en l'espace de quelques mois. Donc, on est parti de zéro et elle est arrivée aujourd'hui à avoir une entreprise. Donc, bravo à elle. Je tiens à la mettre à l'honneur. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Ce que moi, je fais aujourd'hui avec Tiradis Consulting, tout est centré autour de la vente, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais bien évidemment que pour vendre, il faut beaucoup plus que simplement des compétences en vente. Il faut beaucoup plus que simplement le fait d'avoir du bagou et d'avoir les bonnes répliques. C'est beaucoup plus loin que ça. Il faut un bon livrable, il faut une bonne offre, etc. mais on va en parler. Et aujourd'hui, j'accompagne les solopreneurs et les petites entreprises à s'améliorer sur ces domaines pour pouvoir exceller dans leur croissance. C'est tout pour la présentation. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner la formule. La formule qui me permet de lancer des boîtes et d'en faire des succès. Parfois, de me casser la gueule. Et quand je me casse la gueule, c'est parce que je ne suis pas cette formule. Et l'idée, c'est de vous la partager. Il n'y aura pas de call to action à la fin de ce webinaire. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. L'idée, c'est que vous preniez réellement toutes les données que vous allez retrouver ici, les appliquer à vos business, les appliquer à vos méthodes de vente pour pouvoir obtenir des résultats concrets. Et si vous y arrivez, je suis très content. Est-ce que ça vous va jusqu'ici? Ouais, et enfin, on a déjà des petites remarques sur ta superbe gourde culte apparemment. C'est La beau, fameuse. c'est incroyable. Je me fais charrier à chaque webinaire, à chaque échange sur ma gourde. Oui, c'est une. Alors, je vais faire la pub de ma gourde, du coup. Hein, vous m'obligez. Fais-toi plaisir. Ceci n'est pas une collaboration commerciale, nous ne percevons pas d'argent pour. Non, j'aurais aimé, putain. T'imagines pas le nombre de personnes qui ont acheté cette putain de gourde grâce à moi, là. En gros, c'est une gourde filtrante que j'ai payée 10 fois trop cher. Je me suis fait avoir par le marketing et je l'assume pleinement, d'accord? Mais oui, ma gourde magique me suit toujours et au moins moi, j'ai de l'eau extrêmement filtrée, extrêmement pure dans mon système et peut-être pas vous. Voilà. Ça, c'était le petit coup de gueule juste pour me rassurer que j'ai dépensé 140 balles pour rien. Voilà. Et Donc, on a Jeanne, du coup, qui te remercie pour ce que tu as dit et que c'est un travail d'équipe avec toi et ça n'aurait pas pu être possible sans toi, apparemment. génial. Merci, Diane. Merci, Diane. La formule. Cette formule, elle est extrêmement simple. Et si l'écrasante majorité des entrepreneurs échouent aujourd'hui, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'ils ne suivent pas cette formule. Alors, cette formule, bon, moi, je l'ai distillée, mais en réalité, si vous ouvrez les yeux, vous l'avez dans toutes les entreprises. Elle vous met au défi de trouver une seule boîte qui fonctionne, qui ne répond pas à cette formule. Cette formule, elle est là pour vraiment le démarrage, pour entre 0 et 50 cas. Et je dirais même entre 0 et 20 cas par mois. Si vous suivez cette formule, dans l'absolu, vous n'avez pas trop d'inquiétude à vous faire. Mais encore faut-il la suivre. Et à chaque fois que je ne l'ai pas suivi, je me suis cassé la gueule. Et à chaque fois que je l'ai bien suivi, ben, on a eu des gros succès.
Notre formule ici, elle est très simple. En réalité, il n'y a que 4 composantes qui sont liées. D'abord, il nous faut un bon livrable, un bon produit, un bon service qui répond réellement à un objectif client. Vous allez voir que je vais démonter tout ce qui est besoin client. Ça ne m'intéresse pas de connaître les besoins clients. Par contre, les objectifs, ça m'intéresse. Il faut une offre sexy. Alors, on va traduire ce livrable dans une offre sexy, une offre qui a du sens, une offre qui donne envie. Et je vous donnerai quelques exemples. Une fois qu'on a notre offre, c'est génial, mais jusque-là, c'est comme si on avait un super magasin, mais qui était dans le désert. Ça ne sert strictement à rien. L'idée, c'est de voir comment est-ce que cette offre-là, je vais pouvoir la mettre en face des personnes qui ont le plus besoin de ce que moi je leur apporte. Et je dis bien le plus. On va en parler aussi. Et maintenant que j'ai une flopée de leads, j'ai une flopée de personnes qui sont intéressées, qui veulent parler avec moi, c'était cool, mais maintenant il faut vendre. Et généralement, ça bloque. C'est comme si le mot vendre était une insulte, était un gros mot. On va démystifier tout ça ensemble. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir réellement prendre le contrôle de la vente et avancer avec sérénité. La toute première étape, sans bon livrable, sans bon produit ou bon service, on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose. Mais avant de vous dire réellement c'est quoi un bon livrable, il faut voir c'est quoi un mauvais livrable. Et je vous invite à faire votre petit examen vous-même, à vous faire votre petite checklist pour voir si vous avez un mauvais livrable. Si c'est le cas, on en discutera. Et j'espère que vous allez me dire, ben non, moi, enfin, mon livrable est formidable. Et vous allez voir qu'à chaque étape de la formule, je vais plutôt vous donner des exemples des mauvaises pratiques et à vous de voir si vous êtes en train justement de tomber dans ces pièges. La première des choses, c'est qu'on n'a pas une méthodologie ou on n'a pas standardisé notre manière de faire. Le fait de vouloir faire du sur-mesure, alors c'est génial, c'est ultra sexy comme on le dit, mais ça ne sert strictement à rien. Vous vous fatiguez pour rien et surtout, vous ne pouvez pas garantir les mêmes résultats, les mêmes efforts, on va dire, de votre part chez votre client. Il faut standardiser votre méthodologie si vous êtes, par exemple, un coach, un consultant, un thérapeute. Le sur-mesure sur du low ticket jusqu'à sur du mid ticket, ça n'a pas de sens. Après, bien évidemment, si j'ai un client qui vient me proposer sans patate pour faire une mission, je vais personnaliser, oui. Mais en dessous de ça, vous n'avez pas besoin de personnaliser, surtout si vous êtes dans le service. Vous devez standardiser, créer un certain standard, une certaine méthodologie claire qui va pouvoir être compréhensible par la personne qui est en face de vous. Si vous avez un produit, pareil, votre produit doit suivre un certain standard. Que votre produit se trouve ici ou ailleurs, le standard doit être le même. J'adore prendre l'exemple de McDonald's, vous me voyez venir, je sais, je n'ai pas réinventé la roue en donnant cet exemple. Mais McDonald's, que vous mangiez un Big Mac à Paris, en Belgique ou en Suède, c'est relativement la même chose. Ils ont réussi à standardiser quelque chose. Quelqu'un qui a très bien compris, alors le nom m'échappe toujours, mais c'est le fondateur de Nabab. Je ne sais pas si ça vous parle, Nabab. Plus ou moins, en gros, Nabab, c'est une chaîne de kebab, mais qui est sortie du kebab, en réalité. Les kebabs, vous voyez, hein, c'est généralement 3 heures du matin après une soirée où on ne se rappelle plus trop bien de notre nom, on a une fringale, on se rejoint tous au kebab. Le fondateur de Nabab, il a dit, ben non, on va plutôt utiliser la méthode McDo, on va standardiser. Et à partir du moment où on standardise, on arrive à non seulement scaler par la suite, à dupliquer aussi, et surtout à s'améliorer sur des petits éléments. Si moi, je ne suis aucun standard, imaginons en tant que coach, que je n'ai pas une certaine méthodologie, à quel moment je vais pouvoir faire des optimisations sur mon livrable? Si à chaque fois, je suis en train de faire un truc sur mesure, à chaque fois, et le sur mesure, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est jamais sur mesure. Vous faites très souvent les mêmes choses, très, très, très souvent les mêmes choses. Si vous êtes coach, consultant, thérapeute, etc. Si je n'ai pas une méthodologie claire, je ne sais pas à quel moment de ma méthodologie je suis en train de foirer ou quel est le moment où les personnes sont super contentes. OK, comment est-ce que je peux reproduire? Donc, le premier élément, standardiser, créer une méthodologie simple qui a du sens. Ensuite, c'est le manque de clarté. On ne sait pas ce que vous faites. On ne sait pas ce que vous proposez. C'est quoi votre livrable? Alors, j'ai demandé l'autorisation de la personne avant d'en parler parce qu'on a fait un travail ensemble, etc. Et ça va beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. C'était une personne qui vient me trouver sur LinkedIn. On a une petite conversation. On est en rendez-vous et je lui demande de m'expliquer ce qu'elle fait. Et c'était une thérapeute, qui est toujours thérapeute, elle n'est pas morte, hein,
qui me disait qu'elle accompagnait les personnes en quête de bonheur à se reconnecter à leur étoile céleste. Je n'ai pas compris. Je vous avoue que d'abord, je l'ai regardé en disant, ça a l'air très intéressant. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, elle n'a pas été capable de me l'expliquer clairement. L'idée, c'est que quand vous êtes en train de créer votre livrable ou quand vous êtes en train de revoir votre livrable, il doit être extrêmement clair, extrêmement facile à comprendre. Il y a un petit exercice que je vous invite à faire. Et cet exercice-là, d'ailleurs, je le récupère parfois aussi en prospection pour pouvoir aller plus loin. Imaginez un gosse de 13 à 15 ans. Alors, Xavier connaît bien cet exercice, je l'ai fait plusieurs fois avec lui. Et imaginez que vous devez expliquer ce que vous faites à un gosse de 15 ans un peu con sur les bords. Si vous n'aimez pas expliquer ça à un gosse de 15 ans un peu con sur les bords, imaginez quelqu'un de bourré en soirée à qui vous devez expliquer en une phrase ce que vous faites. Ça doit être limpide, ça doit être clair. Votre livrable doit être aussi clair, ça doit être clair au point de pouvoir être compréhensible par un gosse de 15 ans un peu con sur les bords. C'est vraiment une règle que je me suis imposée. À chaque fois qu'on travaille avec un nouveau client ou à chaque fois que je lance un nouveau projet, je fais cet exercice. Je me dis que ça doit être compréhensible, que je dois pouvoir l'expliquer de manière simple à un gosse de 15 ans, un peu con sur les bords. Faites cet exercice, vous allez voir, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge au départ, et puis vous allez surtout vous rendre compte que parfois vous êtes en train de complexifier votre livrable pour rien. Ensuite, le bénéfice qui n'est pas assez tangible. Encore une fois, si je reprends l'exemple de cette personne qui me disait que elle aide les personnes en quête de bonheur à se réaligner avec leur étoile céleste, comment c'est tangible ce truc? C'est génial, c'est super poétique, mais le bénéfice, il n'est pas tangible. Ça ne me dit pas ce que toi, tu vas faire pour moi. Il faut savoir une chose, c'est que les gens n'en ont strictement rien à foutre de ce que vous faites. Rien à foutre. La seule chose qui est importante aux yeux de vos clients, aux yeux de vos prospects, c'est qu'est-ce que ces personnes vont pouvoir tirer de ce que vous faites. C'est le bénéfice qui importe. Alors, le fait que vous fassiez des loopings pour pouvoir y arriver, complètement, ils sont contre-quart. La seule chose qui est importante, c'est quel est le résultat, quel est le bénéfice que moi, je veux pouvoir obtenir. Alors que tu me connectes à mes étoiles célestes, en Wi-Fi, Bluetooth, machin chouette, je m'en fous. C'est quoi le bénéfice que je veux pouvoir en tirer? Ce point-là, il est extrêmement important et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de solopreneurs qui sont dans le service, surtout dans le service, le loupent. Alors, dans le service, on peut encore un peu s'en tirer jusqu'au moment où on ne peut plus. Mais dans les produits, c'est manu militari, ça paye cash. Si le bénéfice que tu apportes n'est pas assez clair, tu n'auras jamais de vente. Parce que le bénéfice doit être tangible. Pour les produits, encore plus que pour les services. Pour les services, on arrive un peu à s'en sortir. Mais du temps que ce n'est pas assez tangible, vous allez galérer. Vous allez faire quelques ventes. Vous allez faire 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires l'année et encore, si ça va bien. Parce que votre bénéfice n'est pas encore assez clair. Après, on va parler de ciblage, un tout petit peu de ciblage. Ouais, votre problème, c'est aussi parfois le ciblage. Quand je dis votre problème, je vise personne, d'accord? Qu'on ne me tombe pas dessus. Mais le fait d'être généraliste, de vouloir parler à tout le monde, c'est une erreur. Ça, ouais, je n'ai pas inventé la roue, les gars. Mais le fait aussi de vouloir parler juste à une petite niche, c'est une erreur aussi, parce qu'on réduit la taille de marché au point de pouvoir parler à personne. Il y a un exemple qu'un de mes clients, je discutais de ça avec un client justement, et il m'a donné un exemple. Alors lui, il est dans l'industrie plutôt pharma, etc. Enfin, il est sorti de l'industrie pharma. Il me donnait un exemple quand je lui expliquais le concept, et j'ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais faire copier-coller, tu prends ton copyright, je te paye tout ce que tu veux, mais son exemple est formidable. Il me disait, mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est l'histoire du microscope. Le microscope, quand on veut observer un élément, si on ne zoome pas assez, on voit que dalle. Et si on zoome trop, pareil, on voit que dalle. Selon l'élément qu'on veut observer. Il y a un sweet spot. Ce sweet spot, il faut le trouver par rapport à votre bénéfice. Votre bénéfice convient à un certain segment. Si vous nichez trop, vous allez passer à côté d'un certain marché. Si vous ne nichez pas assez, vous allez devoir parler à tout le monde. Et si on parle à tout le monde, encore une phrase à la con, on parle à personne. Et vous allez voir, j'adore les phrases à la con. Donc l'idée, c'est de nicher, mais pas trop. Et pour ça, effectivement, il y a des tests que vous devez faire. Vous devez tester votre marché. Et quand je dis tester votre marché, ce n'est pas simplement je vais aller poser des questions. Entre nous, les questionnaires qualitatifs, questionnaires machin chouette,
c'est de la merde. C'est sympa pour confirmer certaines hypothèses, ouais, mais ça ne va pas plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne qui est en face de vous, que vous êtes en train d'interviewer, pardon, ne doit pas mettre la main à la poche, ses réponses, elles ne sont pas des vraies réponses. Moi, si vous venez me poser des questions sur un coaching que vous allez lancer, ben, je vais vous répondre avec beaucoup de bienveillance. Mais si je sais que je dois acheter ce que vous êtes en train de me proposer, mes réponses vont être sensiblement différentes. Je vais peut-être mettre l'accent sur des éléments des éléments qui m'auraient échappé si je ne devais pas engager de mes ressources. Donc, votre ciblage, vous devez le tester, mais testez-le intelligemment. Et pour moi, le meilleur test possible et imaginable pour voir si votre ciblage, votre produit, votre offre a du sens, spoiler, c'est d'aller le vendre. Très rapidement, vous allez vous rendre compte si vous avez trouvé un sweet spot, si vous avez trouvé un angle qui a du sens ou pas. Le fait de prendre le temps, réfléchir, faire des analyses, nanana, faire de la masturbation cérébrale, c'est sympa 5 minutes pour se rassurer qu'on est en train de faire des trucs. Et ça aussi, c'est une maladie de la plupart des entrepreneurs. On veut se rassurer de faire des trucs. Juste se dire, je suis actif. Sans se dire que ce que je suis en train de faire, peut-être, ça n'a aucun sens. C'est juste pour me rassurer que je suis en train de faire des trucs. Pour ne pas dire que je suis en train de me tourner les pouces. C'est parfois pour ça qu'on fait aussi certaines études. Et j'en ai vu beaucoup. L'idée, c'est plus vite vous avez une idée, plus vite vous la testez sur le marché en essayant de vendre la chose, plus vite vous êtes fixé. Donc, au lieu de passer des heures et des heures et des jours à faire des brainstorming, des super beaux tableaux, machin, etc., non. Une idée, vous la transformez en hypothèse. Cette hypothèse, vous allez la tester sur le terrain en essayant de vendre, en prospectant. C'est difficile, c'est chiant, oui. Est-ce qu'on se crame un peu dans le marché? Ça dépend si c'est un marché super niché que tu parles à 14 personnes, oui, tu te crames rapidement. Mais dans l'écrasante majorité des cas, tu ne te crames pas en essayant un nouveau produit, en essayant de vendre un nouveau produit pour tester si réellement ça a du sens ou pas. Ensuite, il y a une erreur aussi qui est souvent faite, c'est que les bons élèves, je te parle des bons élèves, des élèves vraiment très, très, très studieux qui ont suivi toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube, qui se sont dit, moi, je vais faire les choses bien. Et mon livrable, je vais l'imaginer en mettant le besoin client au centre de tout. Ces mauvais élèves, ils sont super pour passer des examens, mais ils sont nuls pour pouvoir faire des sous avec leur activité. Le besoin client, on s'en fout. Alors là, je sais que j'ai l'impression d'avoir insulté la moitié de la planète. Les besoins clients, on s'en fout. Ce qui nous importe, ce sont les objectifs clients. Ce n'est pas la même chose. Les objectifs clients, c'est ce que la personne cherche à réaliser ou cherche à éviter. Et les besoins, c'est littéralement ce dont la personne a besoin pour lever certains obstacles et arriver à l'objectif. Moi, quand je crée une boîte, quand j'aide mes clients à créer une boîte, je suis focalisé sur l'objectif que le client cherche à atteindre. Ses besoins, il ne les connaît même pas lui-même. Je vais reprendre l'exemple de ma fameuse gourde, du coup. Je ne savais pas que j'avais besoin d'une gourde à 140 balles. Par contre, mon objectif était de trouver une gourde filtrante avec certaines spécificités. Ça, c'était mon objectif. Et je peux même aller plus loin. L'objectif, c'était juste d'avoir de l'eau pure. Parce que je voulais éviter de mettre des saloperies dans mon corps. Je ne savais pas que j'allais avoir besoin, à la base, d'une gourde filtrante de cette qualité. Donc, être focalisé sur l'objectif client vous permet aussi de faire des adaptations de votre livrable de manière intelligente et aller plus loin pour préparer l'offre. Et on y arrive. L'offre, encore une fois, une offre sexy, j'aime bien le terme offre sexy plus que offre irrésistible, parce qu'offre irrésistible, on ne peut pas y résister, mais les offres irrésistibles, j'en connais très très peu, des vraies offres irrésistibles. Mais les offres sexy, on peut toujours dire non à quelqu'un de plutôt sympathique visuellement. Mais bon, il faut quand même créer une offre sexy, une offre qui a du sens. Et pour ça, il faut que vous partiez du principe que des personnes comme vous, il y en a une chier. Des personnes comme vous, on peut en trouver 55 000. L'idée, c'est pourquoi est-ce que votre offre à vous va avoir plus de sens que celle d'un concurrent. Moi, j'adore les concurrents. C'est grâce à eux que je vis d'ailleurs.
Mais pourquoi est-ce que c'est mon offre à moi qui va avoir le plus de sens? L'idée de base derrière tout ce concept d'offre sexy, c'est de dire, bon, ben, moi, mon livrable, maintenant, ben, il est standardisé, il répond à un réel objectif, j'ai un segment qui l'a validé. Cette offre-là, il faut que je la traduise dans une offre, mais une offre qui donne envie quand même. Et pour vous prendre un exemple tout con, c'est l'exemple d'un client que Xavier connaît. D'ailleurs, Xavier, il le connaît très bien. C'était une boîte de marketing digital à la base. Boîte de marketing digital classique. Classique où l'idée, c'est, ben voilà, tu veux faire des pubs, tu viens payer un abonnement mensuel, et puis tu mets un budget publicitaire, et moi, je te ramène des leads, et puis si ça ne marche pas, ben voilà, ça ne marche pas. Et si ça marche, ben, cool pour toi. Mais pas sexy. Tout le monde fait la même chose. Comment est-ce qu'on a pu traduire ça dans une offre sexy? Ben, on a mis des garanties. Par exemple, si tu n'as pas de résultat, tu es remboursé. OK. On a enlevé le système d'abonnement. On a créé plutôt un système de commission. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que si moi, en tant que client, je gagne, tu gagnes aussi. Donc, tu as intérêt à bien faire ton travail, etc., etc. Et on est passé d'un système d'abonnement à la con, qui n'était pas sexy du tout, un système où les résultats pour l'écrasante majorité des clients est au rendez-vous. Ils prennent moins de risques parce qu'il y a des garanties, etc. Et derrière, bah, le prestataire gagne aussi beaucoup mieux sa vie. Si j'ai 15 prestataires de services qui sont, par exemple, sur le marketing digital et que tous me proposent des abonnements, alors un moins cher, un plus cher, il y en a un qui me propose une vidéo sympatoche, il y en a un autre qui me propose une landing page, ok, cool. Mais que j'ai ce mec qui arrive aussi avec une offre où on me dit, attends, moi, je ne me rémunère que si j'ai un résultat et si et si j'ai pas de résultat, bah, je te rembourse ce que tu m'as payé. Fatalement, l'offre est plus sexy. Alors bien évidemment, il y a toute une machine derrière qu'il faut faire marcher, mais c'est juste un exemple. Très souvent, quand on parle d'offre, on parle prix aussi. Et très souvent, les offres qui ne fonctionnent pas, c'est simplement parce qu'on est en train de le vendre au mauvais prix. Et quand je dis mauvais prix, je ne veux pas dire trop cher. C'est très, très souvent trop peu cher. Et je m'explique. Si ta segmentation est bonne, ton offre est adaptée à ton segment. Point barre. Si je dois aller vendre, imaginons, un produit ou bien un service d'accompagnement, imaginons, un service d'accompagnement à des entrepreneurs qui gagnent entre 50 000 et 150 000 par mois, fatalement, si je me pointe devant eux en disant « Ouais, j'ai une offre d'accompagnement à 2200 € pour 2 ans », je n'ai pas l'air crédible, de 1. Et de 2, le prix n'a pas de sens ici. Par contre, si avec mes 2200 € par mois, j'arrive devant un entrepreneur qui est en train de faire faillite, ok, bon, ça aura toujours du sens en réalité. Mais l'idée, c'est de dire, je regarde mon segment et j'imagine un prix juste pour mon segment. Et très souvent, on est trop peu cher. Quand je dis trop peu cher, c'est qu'il faut faire une distinction radicale dans vos têtes entre la personne n'a pas les moyens et la personne n'a pas le budget. Ce n'est pas la même chose. Très souvent, les gens qui n'ont pas le budget, ils ont les moyens. Bon, il y a des personnes qui n'ont pas le budget et qui n'ont pas les moyens, fatalement, ouais. Un peu plus compliqué. Il faut faire cette distinction quand vous êtes en train de créer votre segment. Il y a des personnes qui ont, quand vous êtes en train de créer votre stratégie de pricing. Des personnes ont parfois pas le budget, mais très souvent les moyens. On va arriver au moment de la vente où je vous en parlerai. Parfois, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de comprendre que c'est intéressant d'augmenter le budget parce qu'ils ont les moyens. Cette distinction, elle est capitale. Elle est capitale quand vous êtes en train de créer votre stratégie de pricing pour ne pas vous limiter. Alors, il y a aussi un autre élément sur le pricing, c'est qu'on projette nos peurs quand on est en train d'essayer de trouver le bon prix. Ouais, mais ça m'a l'air un peu trop cher. Moi, personnellement, je ne pense pas que je paierais pour ça. Ce genre de choses. Ce sont vos peurs. Elles sont justifiées parfois. Et ces peurs viennent parfois de votre situation financière actuelle, de vos blocages par rapport à l'argent, etc. Tout ça, ça se travaille. Mais, et je ne suis pas du tout la bonne personne pour vous aider à travailler vos peurs. Sincèrement, il y a des gens qui sont super qualifiés. Je pourrais vous en présenter si vous estimez vraiment que vous avez
ces blocages-là. Mais il ne faut pas projeter vos peurs et vos frictions internes par rapport à l'argent sur votre offre. Un élément capital. Et comment on essaye un prix encore une fois, je n'ai pas inventé la roue, on essaie sur le marché. Pareil, aller demander à un échantillon, même 200 personnes, est-ce que selon vous, c'est le bon prix? Ils vont vous dire oui ou non. Mais, quand bien même ils vous disent oui, ok, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter aujourd'hui? Ils vont peut-être vous dire oui. Est-ce que vous pouvez sortir la carte bleue maintenant? Je dois y réfléchir. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Hein. Quand on veut tester un prix, on le teste en essayant, en vendant. On ne le teste pas dans des questionnaires. Les questionnaires nous donnent une indication, voilà, rien de plus. Mais c'est sur le marché qu'on teste vraiment un prix. Je veux vendre mes Bertrand, services. Oui, c'est moi. on a des questions. On a une question de Simon qui a levé la main. Simon lève la main. Bah, Simon pose la question. Du coup, je ne vois pas les questions, je suis désolé. T'es C'est le pour ça boss, que je non, me pas de permets de souci. couper. Mais on m'entend bien, hein, ça va parce que j'ai pas l'impression Ouais. que ma micro s'active. Ok, super. Dis, Erfan, je voulais revenir sur la question du paiement au résultat. Moi, il y Ouais. a un truc, j'aimerais beaucoup pouvoir proposer ça à mes clients et qui me payent uniquement s'il y a du résultat. C'est vraiment le point bloquant chez mes clients. Même si je dis que je rembourse, ils payent pour ce qu'ils consomment. Même si je le dis, il y a quelques points bloquants. Comment est-ce que tu fais si tu es payé uniquement au résultat pour assurer ton fonds de roulement et être un bon payeur? Tu vois, je te donne un exemple. Là, ici, je prends un client, je vais travailler sur un mois pour ce client-là. Je vais aller lui amener des rendez-vous. Euh, il va me payer seulement à la fin quand il aura eu tous ses rendez-vous et qu'il aura pu pitcher son produit. Et là seulement il va me payer. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un mois et demi avant que je sois payé. Mais en attendant, je dois payer mes gars, et je dois payer mes outils, je dois payer, tu vois. Comment tu fais ça sans ouvrir de ligne de crédit de préférence? Dans ton cas, dans ce cas-là, quand on n'a pas encore un fonds de roulement qui nous permet de réellement aller all-in sur du résultat, sur du payé au résultat, Mhm. moi, ce que j'aime faire, c'est de faire ce qu'on appelle le flat fee, success fee. En gros, je vais facturer avant de commencer la mission une partie Mhm. de la mission, imaginons 50%, et les 50% restants ne sont facturés que si l'objectif est atteint. Si l'objectif n'est pas atteint, fatalement, la personne ne me paye pas. Ça me permet d'avoir un fonds de roulement à chaque signature et puis de pouvoir avoir aussi un prévisionnel sur le résultat. Ouais, ok. C'est un hybride. C'est un hybride. Donc, dans ton cas, ça pourrait avoir du sens de travailler en flat fee, success fee. Ouais, ok. Mais pour l'instant, je fais des acomptes, mais au final, c'est la même chose, juste je dois le vendre différemment, quoi. Dans le discours, tu dois le vendre différemment. Moi, si je te dis, Ok. écoute, on va travailler ensemble, d'abord tu me payes un acompte et ensuite tu me payes au résultat, c'est pas sexy. Mais si je te dis, écoute Simon, on va bosser ensemble. Moi, je m'engage à avoir des résultats avec toi. Et pour te montrer à quel point je suis prêt à mouiller pour toi, je te demande de me payer que 50% de toute la prestation et les 50% restants sont dus uniquement si les objectifs sont atteints. Tu vois, tu as une première version qui est bof, la deuxième version est plus sexy. Après, celui qui parle l'est aussi, donc. Arrêtez, J'arrive. on avait dit Simon, pas J'avais bien aujourd'hui. compris. Simon, pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce que tu peux te présenter juste ton activité en quelques mots? Oui, pas de souci. Donc en fait, j'ai fondé XLead et XLead permet à mes clients de leur dégager toute la partie prospection. Donc dans le cycle de vente complet, moi je viens prendre en charge toute la partie prospection de manière à ce que mes clients puissent se concentrer uniquement sur ce qu'ils savent faire Sur de la mieux. vente. Donc produire et vendre fatalement. Parce que j'ai remarqué qu'en général, un sales passe en moyenne 50% de son temps total uniquement sur la prospection et trouver les prochains clients. Donc voilà, Super. comme ça, si Merci jamais beaucoup. vous avez besoin, je suis là, quoi. Avec plaisir, merci. On avait une question de Xavier aussi, j'en profite tant qu'on t'a entrecoupé. Est-ce que Xavier voulait prendre la parole? Ce sera plus simple plutôt que je la lise. Oui, je peux. Super. En fait, la différence que tu fais entre avoir le budget et avoir les moyens n'est pas hyper claire pour moi. Et notamment, est-ce que la notion de trésorerie est un des deux ou est-ce que c'est encore autre chose pour toi? Non. Oui, je comprends. Merci pour la question. En fait, la notion de trésorerie, effectivement, surtout si tu travailles avec des sociétés. Alors, en France, avec les micro-entreprises, etc., la plupart des gens travaillent en fonds propres
En Belgique, c'est l'équivalent des personnes physiques. On travaille en fonds propres. Voilà. On réinjecte quand c'est nécessaire. Effectivement, la notion de trésorerie est super, super importante. Et fatalement, quand moi je dis dans ton cas à toi, parce que je connais bien ton business, dans ton cas à toi, c'est effectivement la trésorerie dont je parle. Les gens ne doivent pas réinjecter de la Donc, trésorerie. quand tu dis avoir le budget. Ouais. Le budget, c'est OK, moi je me suis fixé, je sais pas moi, 10 000 balles pour travailler avec Xavier. Ou bien pour me faire accompagner sur une des thématiques que toi tu vas aborder. Voilà. Par contre, toi, imaginons, Xavier, tu sais que la mission que tu vas devoir effectuer, c'est une mission à 15 000. Tu as vu l'entreprise, vu ta target, tu sais que cette entreprise a une trésorerie, ou bien tu imagines en tout cas qu'elle a une trésorerie relativement saine parce que tu imagines la marge qui dégage. Ta mission à toi, c'est de faire augmenter le budget parce que tu sais que l'entreprise a les moyens derrière. Alors, entre ce que le client dit et la réalité, il y a un monde de différence et c'est plutôt dans la partie closing où on arrive à déceler si réellement ils ont les moyens et pas le budget, ou bien s'ils n'ont pas les moyens et pas de budget. Donc le budget, c'est de s'être dit à l'avance, OK, moi je suis prêt à mettre à peu près autant pour ce genre de choses. Avoir les moyens, c'est avoir la capacité de sortir l'argent quand il faut. Exactement, c'est ça. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont les moyens, pas des gens qui ont fixé un certain budget. C'est sympa. Si tu as fixé le budget et que je suis dans ton budget, génial, on bosse ensemble, on avance. Par contre, si tu as fixé un certain budget dans ta tête, ou quand bien même tu n'aies pas fixé de budget parce que j'arrive, je te prospecte à froid. Si je te prospecte à froid, tu t'es jamais dit que j'avais beaucoup de moins. Donc, ce qui est mon cas à chaque fois. Pas un budget. Voilà, donc tu n'as pas un Xavier, on va parler alors. Pardon? Non, il dit, oui, tu parles de prospecter à froid, il dit, ah, mais c'est mon cas. Il dit, on va parler alors. Et donc, ici, non, parce qu'Erfan, il m'a dit de ne pas filer mon service à vendre à quelqu'un si moi, j'arrivais pas à le vendre d'abord. non, on va parler. Voilà. C'est pour faire enrager le Pour revenir sur cet élément, c'est quand je prospecte à froid, la personne que je vais avoir en face de moi, elle n'a pas une démarche active de budgétisation. Elle n'en sait rien. Mais elle se fait une idée de combien ça pourrait plus ou moins coûter. À partir du moment où je te dis que je suis coach, entrepreneur, machin chouette, etc., tu as une petite idée. Et tu te dis, OK, bon, ça doit ressembler à ça. Quand bien même tu n'aies pas le budget aujourd'hui. C'est l'idée que tu as, on va l'appeler budget. L'objectif, c'est d'aller chercher les moyens. Le budget, il ne m'intéresse pas quand je ne suis pas dans le budget. C'est vraiment ça. Ça va. Merci. Xavier, en quelques mots, du coup, ton activité pour qu'on comprenne un peu mieux. Moi, je me positionne comme étant ce que j'appelle un associé externalisé pour patrons de PME et entrepreneurs. Donc, c'est être la personne avec qui ils vont pouvoir sortir de... Attends, je vais faire un ça, je vais lire ce que j'ai écrit ce matin. Donc, j'aide les patrons de PME à diminuer leur charge mentale et à augmenter leur sérénité en sortant finalement, en les aidant à sortir de leur isolement. Donc, je suis là pour être leur partenaire de réflexion et après, on met en place toute une série de choses qui vont les aider à lever la tête du guidon et à faire les bonnes choses pour leur entreprise. Super, merci. Et on avait une petite question de Pierre avant de continuer. Ouais. Il n'y a que les Belges qui posent des questions. Quoi. Merci. Je peux pas j'en profite pour dire bonjour à Xavier. Salut Pierre. J'avais une question dans le prolongement justement de la question de Xavier concernant le prix, dans la mesure où il y a quand même aussi le prix du marché, et Erfan, tu n'en as pas parlé, parce qu'effectivement, il y a les moyens, il y a le budget, il y a la trésorerie, mais il y a aussi le fait qu'il faut quand même à un moment donné s'aligner au prix des autres. Et comment est-ce qu'on fait par rapport à son offre sexy ou par rapport à ce qu'on peut proposer? Alors, voilà. Question super pertinente. Là-dessus, moi, j'ai une opinion bien tranchée. Je m'en fous complètement des prix du marché, personnellement. Je ne regarde pas combien mes concurrents facturent, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Bien évidemment, alors je dis ça comme ça de manière un peu provocatrice. Hein. Bien évidemment, je sais plus ou moins c'est quoi la tape, mais je ne fais pas d'effort pour être dans la tape. Ça ne m'intéresse pas de faire cette démarche-là. Parce que si je veux être dans l'alignement, je serai constamment dans l'alignement. Donc, je vais devoir constamment suivre un marché. Constamment devoir dire, OK, bon, ben là, je vois que X machin, enfin, mes concurrents en moyenne, ils sont en train d'augmenter leur prix. Ce serait intéressant que j'augmente aussi. Alors que j'ai absolument rien changé.
ah ben là, le marché est difficile, je vois que mes concurrents diminuent leur prix, je vais diminuer le prix aussi. Ça ne m'intéresse pas. L'idée, et ça, c'est ce que moi je fais personnellement. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, loin de là, mais je me focalise sur le maximum de valeur que je peux apporter et je définis un prix par rapport à ça, pas par rapport à mes concurrents. Les prix du marché, c'est quelque chose. Alors, le marché ne sait pas un jour, enfin, le marché, il est immatériel, hein, il n'existe pas réellement. Il y a un moment donné des gens qui se sont juste dit par un consensus tacite, on va facturer ce prix-là pour cette prestation-là. Rien ne t'oblige à être là-dedans. Par contre, si effectivement tu es au-dessus des prix du marché, il faut une bonne raison. Il faut une bonne raison. Dans la qualité de ta prestation, dans la valeur ajoutée, dans les éléments en plus que tu vas ramener, fatalement, il va falloir avoir un élément supplémentaire. Et ton élément supplémentaire pour la même prestation, exactement la même prestation, ça peut juste être ton branding. C'est un truc tout con, mais je prends l'exemple des coachs business. Il y en a une chier sur le marché. Énormément de coachs business. Et pour quasiment le même travail, ben, on a un gars qui va facturer 1000 balles et on a un Alex Hormozy qui va facturer 500 000 balles de l'heure. Pourtant, dans l'absolu, ils font quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Bon, le gars qui facture 1000 balles de l'heure et Alex Hormozy, tu vas me dire, bah ouais, il y a une différence de niveau peut-être. Est-ce que cette différence de niveau justifie que Alex Hormozy vende ça 500 000 fois plus cher? Enfin, ouais, 500 fois, pardon. 500 fois plus cher? Non. C'est simplement que Alex Hormozy a un branding incroyable. Donc, si tu dois te poser sur les prix du marché, tu vas juste te torturer plus qu'autre chose. Si tu veux vendre plus cher que tes concurrents, go. Par contre, justifie-le. C'est aussi simple que ça. Merci Arfan. Juste pour qu'on comprenne un petit peu, Pierre, votre activité en quelques mots. En quelques mots, je suis formateur Excel et BI. Très bien, et ben on se recontactera après parce que je peux avoir besoin de vous. Ah ben voilà, c'est Et parfait. on Merci, je peux m'en aller continue. alors. Bonne journée à tous. Et on Voilà. continue du coup sur Merci. la mauvaise offre qui n'est pas assez engageante. Je crois qu'on en était là quand je t'ai coupé. Ouais. Alors, quand je dis qu'une offre n'est pas assez engageante, reprenons l'exemple voilà, de la boîte de marketing digital. Si je me pointe chez toi en disant tu veux de la pub, cool. Bah, écoute, moi, c'est 1000 balles par mois. Il faut dépenser 1000 balles de budget publicitaire. Ton contrat, bah, c'est sur un an minimum. Et tu ne peux pas partir. Voilà. Si à un moment donné, tu n'as pas envie de bosser avec moi, il y a un préavis, mais qui est l'équivalent du montant que tu aurais dû me payer jusqu'à la fin de l'année. Pas du tout engageant, ça. Pas du tout. Par contre, je viens de te donner des garanties. Je me mouille avec toi. Je te donne des libertés pour pouvoir résilier le contrat, par exemple. Quand bien même ce ne soit pas agréable pour moi, ça m'oblige à être excessivement bon pour que tu ne partes pas d'ailleurs. C'est beaucoup plus engageant. Si je t'offre des choses en plus, si je rapporte des éléments inattendus, des petits plus qui vont pouvoir agrémenter mon offre et rajouter de la valeur, fatalement, mon offre devient plus sexy. L'idée, pour créer, en fait, la meilleure manière en réalité de créer de l'engagement autour de votre offre, c'est bien évidemment clarté, bon prix, etc. Mais c'est surtout le fait de pouvoir relocaliser une certaine partie du risque que le client doit prendre chez vous, avec des conditions, bien évidemment. Et les conditions, ça se met dans un contrat, c'est simple. Et on avance très bien comme ça. Personnellement, sur mes offres mi-ticket et étiquette, je ne travaille que sur des éléments où c'est moitié performance, moitié flat fee. Et je mets des conditions. Et généralement, quand les clients suivent les conditions et suivent les éléments que je leur demande de faire, ils atteignent les résultats. Donc, l'un dans l'autre, on est gagnant. L'idée, quand je dis engager le client, c'est de lui donner envie, en réalité. De lui dire, écoute, je m'engage avec toi. Tu ne t'engages pas avec moi. On s'engage. C'est un élément qui est assez abstrait quand j'en parle comme ça. Mais le fait de pouvoir venir dire à un client simplement, je ne suis pas juste le prestataire de service qui est là pour prendre quelque chose et puis se barrer, puis je te donne en même temps mon service, bien évidemment.
Je vais me mouiller pour toi. Je vais m'engager à prendre des risques aussi pour le succès de ton entreprise et pour le succès de la mission que tu m'as confiée. C'est extrêmement engageant. On avance ensemble. Et c'est ce sentiment qu'il faut pouvoir créer. Et ça se crée par des garanties, par exemple. C'est un des éléments. Manque de clarté. Alors, manque de clarté, ça, je ne pensais pas le voir si souvent. Sur les 3-4 dernières années, je le vois un peu trop souvent, d'ailleurs. Et je me demande, à un moment donné, pourquoi. Et j'arrive toujours pas à comprendre. D'ailleurs, si vous pouvez m'aider. Ce sont les offres du style, ben ouais, tu prends la première offre, plus le add-on 4 alinéa 5 qui te renverra à la partie 8 de l'offre 4, etc. Moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Un client qui ne comprend pas, c'est un client qui ne signe pas. Ce n'est pas clair. L'offre doit être simple, limpide, claire. Imaginons que tu as 3 offres, ça doit être limpide. Je dois comprendre de manière simple ce que tu vas faire en échange de l'argent, des ressources que moi, je veux dépenser chez toi. Très tout souvent. Et ça, c'est généralement ceux qui sont sur les offres sur mesure sur le low ticket, qui vont vouloir composer, broder un truc. Ouais, on va faire un peu de ça, et puis on va faire un peu de ça, et puis on va faire un peu de ça, et voilà ton devis. Le client n'a rien capté. Rien capté. Standardiser les offres. J'ai 3 offres. J'ai peut-être une offre sur mesure pour les exceptions, et ça doit être anecdotique. Sur mes 3 offres, voilà comment on va avancer. Imaginons. C'est de manière très claire. Imaginons que c'est un accompagnement. Première semaine, on fait ça. Deuxième semaine, on fait ça. Troisième semaine, on fait ça. Quatrième semaine, on fait ça. Voilà les résultats que tu peux attendre. Et voilà combien il va falloir payer. Il faut que ce soit aussi simple que ça. Plus c'est simple, moins il y a de points d'interrogation, moins il y a de friction à l'achat. Il faut vraiment se mettre dans la peau de votre prospect. Alors, oui et non. Oui et non. Pour certains, c'est clair quand ils le créent eux-mêmes. Ça s'appelle l'effet Ikea, d'ailleurs. C'est un biais cognitif. Le biais cognitif, il est tout con. Alors, en gros, à chaque fois que vous allez créer quelque chose, vous allez le trouver super. Alors que quand quelqu'un d'autre va créer la même chose que vous, c'est bof bof. Mais parce que ça vient de vous, c'est forcément super. Quand on est en train, nous, de créer une offre, bien évidemment qu'il est limpide, qu'il est compréhensible. Encore heureux, c'est moi qui l'ai créé. Et donc, l'idée, c'est aussi de tester vos offres pour voir si les gens comprennent. Si c'est clair, si on sait ce qu'on peut attendre en travaillant avec vous. D'ailleurs, vous allez voir, la plupart d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais moi, mon offre est claire. Faites le test. Demandez aux gens autour de vous, racontez-leur ce que vous faites, faites-leur une offre et demandez si c'est clair. Vous allez être surpris et vous allez me détester aussi. Mais bon. Pas de point de différenciation. Ça aussi, c'est un point qui revient très souvent. Il faut devenir la pomme verte au milieu d'un champ de pommes rouges. Et pour ça, on n'a pas 55 000 manières de faire. Et moi, je suis un entrepreneur flemmard, donc je prends que des raccourcis. Ça me va très bien. Pour se différencier, on n'a pas 56 000 manières, je le disais, on n'en a que 3. Et une des manières les plus puissantes, c'est votre branding. C'est votre branding. Hier, justement, on en parlait avec Sébastien et il a pu en faire l'expérience, voir réellement c'est quoi un très bon branding. Et la question était simple, je l'ai déjà posée à pas mal d'entre vous ici, mais si je vous demande qui est le patron de Mercedes, très peu d'entre vous peuvent répondre. Si je vous demande qui est le patron de la NASA aujourd'hui, très peu peuvent répondre encore. Par contre, si je vous demande qui est le patron de SpaceX et de Tesla, tout le monde peut me répondre Elon Musk. C'est le pouvoir du branding. Il a un branding tellement fort que les sociétés sont tirées par la brand. Par contre, dans l'autre sens, on a aussi des brands qui tirent une identité. Si demain, je vous demande d'imaginer un hôtel Nike, vous allez pouvoir imaginer un hôtel Nike. Pourtant, Nike n'a jamais fait d'hôtel. Si je vous demande de m'imaginer une voiture Apple, vous allez pouvoir m'imaginer les courbes de la voiture, les fonctionnalités, le design, etc. Parce que le branding, c'est beaucoup plus que simplement un nom sympatoche, un logo, et basta. C'est beaucoup plus que ça. Il faut pouvoir faire en sorte que les gens se projettent. Donc, votre premier point de différenciation, c'est un bon branding. Et quand je dis bon branding, ce n'est pas simplement un bon logo. Ça va beaucoup plus que ça, c'est une identité. Deuxième point de différenciation, c'est l'offre. Pourquoi est-ce que quand je vais avoir 10 offres sur la table, c'est votre offre à vous qui va sortir du lot?
reprenons l'exemple encore de cette boîte de marketing digital. Si j'ai 10 boîtes qui me proposent des abonnements pour faire des pubs sur LinkedIn et que j'en ai un qui me dit attends, moi je fais des pubs sur LinkedIn, par contre, tu ne me payes pas un abonnement, tu me payes au résultat. Et si je foire, je te rembourse ce que tu as payé, les frais de mise en place, machin chose. Fatalement, cette offre-là va sortir du lot et ça va plus attirer mon attention. Alors, à moins qu'une des autres offres vienne d'une boîte qui a un meilleur branding, etc., avec plus de garanties, etc., c'est l'offre que je vais choisir. Ou en tout cas, c'est l'offre que je vais plus considérer. Donc, se différencier par rapport à son offre. Et troisième point de différenciation, c'est la méthodologie. Certaines personnes vont toquer à votre porte, pas parce que vous êtes les plus beaux, pas parce que vous avez la meilleure offre, mais parce que vous avez juste la meilleure méthodologie ou une méthodologie qui est distinctive et qui a du sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque que la plupart des boîtes inventent leur méthodologie, ils brandent leur méthodologie, Color Profile, Disc ou Gallup. Voilà, par exemple, pour reprendre quelque chose que notre ami Xavier connaît très bien avec les talents. Ils vont créer une méthodologie qui est basée, bien évidemment, sur des recherches, etc. Mais en réalité, la marque, ok, bof, il y a un branding, d'accord. L'offre en soi, c'est rien d'extraordinaire. Par contre, la méthodologie se distingue. Et quand je dis que moi, je suis un entrepreneur flemmard, c'est que je n'ai pas envie de faire un choix. J'essaie de me distinguer au niveau du branding, au niveau de mon offre et aussi au niveau de ma méthodologie. Et ensuite, de manière organique, vous allez voir qu'il y a un de vos points de différenciation qui prendra le dessus. Si je reprends Alex Hormozy, Alex Hormozy, excellent branding, il a une offre incroyable, le gars, il vous donne tout gratuitement, et une fois que vous faites 1 million de chiffre d'affaires par an, vous allez retoquer à sa porte. Ensuite, il a une méthodologie, d'ailleurs sa méthodologie, il la partage. Il la partage gratuitement. Ok, génial. Mais de manière organique, c'est sa personal brand qui l'a emporté. Et son offre est constituée autour de sa personal brand aujourd'hui. Et puis le dernier point pour une mauvaise offre, c'est le fait d'être égoïste. Beaucoup trop d'entrepreneurs sont en train d'imaginer leur offre autour d'eux-mêmes et de leurs besoins. La pire manière de définir votre pricing, la pire, je vous assure qu'il n'y a pas pire, il devrait y en avoir si on fait des efforts, c'est le fait de dire, moi, je veux atteindre ça comme objectif. Pour atteindre ça comme objectif, il faut que je vende ma cam à ce prix-là. Et ma cam, je veux essayer de réduire la qualité au maximum parce que ça va me prendre moins de temps. Donc, en gros, j'imagine un truc qui m'arrange moi en tant que prestataire de service et je m'en fous complètement, en réalité, de ce que le client cherche à avoir. Je veux vendre un truc qui me convient à moi, prestataire de service. Alors qu'en réalité, moi, mon offre, ce n'est pas moi qui l'achète. Non. C'est le client. Donc, je dois imaginer mon offre dans l'intérêt du client, quand bien même ça me coûte un peu, quand bien même ça me cause un tout petit peu plus de difficultés que si je l'avais imaginé différemment. Et imaginons même que tu aies imaginé ton offre, il y a beaucoup d'imagines d'ailleurs dans cette phrase, que tu aies imaginé ton offre en partant d'un chiffre d'affaires que tu voulais réaliser, que tu l'as divisé par 12, ensuite tu as divisé le chiffre d'affaires mensuel par le nombre de clients que tu voulais avoir, etc. Quand bien même tu le fasses de cette manière, tu t'arrêtes à ça, spoiler alert, tu ne feras pas de résultat. Parce que ton offre n'a pas été imaginée pour ton segment, il a été imaginé pour toi. Ça aussi, c'est un exercice que je t'invite vraiment à faire. Replonge dans ton offre et regarde s'il a réellement été imaginé pour ton segment et pas pour toi d'abord. L'idée, c'est que ce soit pour les deux. Sinon, tu deviens bénévole, sympa. Mais tu ne vis pas. Ensuite, c'est quoi une bonne acquisition? Là, alors, ce point-là, c'est le point qui me fait le plus marrer généralement. Parce que quand je discute avec des entrepreneurs, ouais, tu sais quoi, Erfan, moi, si seulement j'avais plus de leads, je te jure, ce serait incroyable. Je suis sûr que j'aurais plus de problème. Non. Tu peux avoir tous les leads du monde. Si tu n'as pas un bon livrable, une bonne offre et que tu ne sais pas vendre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce point-là, il me fait toujours marrer parce que c'est une illusion que la plupart des entrepreneurs ont. Ouais, moi, si aujourd'hui, je n'arrive pas à faire grandir ma boîte, c'est parce que je n'ai pas de lead. Ouais, mais si tu n'as pas de lead, c'est qu'il y a une raison. Il va falloir qu'on aille creuser là-dedans.
D'abord, encore une fois, on revient sur le ciblage. Mauvais ciblage. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des leads? C'est parce qu'on ne cible pas les bonnes personnes, soit parce que ces personnes n'ont pas les moyens. Encore une fois, hein, Xavier, ce n'est pas le budget, là, c'est les moyens. Les personnes n'ont pas les moyens ici, soit parce que ce n'est pas un besoin urgent, ils n'ont pas un objectif à réaliser. Pour ça, je vais vous donner une image. C'est une image que je déteste. Je ne suis pas le mec comme ça, d'accord, en soirée. C'est une image de mec en soirée un peu bourré. Donc, je vais vous donner l'image, mais je ne suis pas comme ça, je vous le dis. Je ne suis pas un connard. Enfin, j'espère. Pour faire un bon ciblage, et pouvoir aller droit à l'essentiel et pouvoir réellement avoir des résultats rapides, surtout en prospection, c'est pas de juste dire, OK, moi, ça, c'est mon segment et je discute avec ce segment-là. Non. Moi, je veux faire des ventes faciles. Je veux obtenir des rendez-vous faciles. C'est ça qui m'intéresse. Et pour ça, il faut imaginer que vous êtes un mec en soirée ou une fille en soirée. Vous êtes au bar et vous êtes le charreau de service, ou bien, je dirais, le mauvais dragueur de service. D'accord? Vous êtes au bar en train de siroter votre verre et vous êtes en train d'analyser qui pourrait être la personne que vous allez pouvoir séduire le plus facilement. Alors, ouais, il y a cette jolie nana que vous voyez au loin, qui est superbe, etc. Mais elle est trop courtisée. Ouais, ok, non, trop d'efforts. Il y en a une ouais, qui vous regarde en plus, mais ouais, elle est moche. Je vous dis, c'est pas moi, les gars. Hein. C'est juste pour illustrer le truc. Elle est moche, elle ne vous intéresse pas tant que ça. Et puis, vous en voyez deux, trois qui ont l'air même un peu éméchés, faciles à convaincre. OK, c'est ces personnes-là qui vont vous intéresser en tant que mauvais dragueur. La vente, c'est ça en réalité. La prospection, c'est être un mauvais dragueur qui ne veut pas faire d'efforts. Encore une fois, les amis, je ne suis pas cette personne, d'accord? Je suis en train de culpabiliser même de donner cet exemple. Mais l'idée, c'est faire le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats possible. Et pour ça, on doit parler à des gens qui sont faciles à convaincre. Quand je dis facile à convaincre, ça ne veut pas dire des gens fragiles. Hein. Ça veut juste dire des personnes qui ont le plus besoin de moi pour atteindre leur objectif. Ça veut dire à la fin qu'on va avec une bouteille d'alcool au rendez-vous pour faire signer plus facilement, c'est ça? Si c'est mis dans une gourde filtrante, c'est encore mieux. Ça marche mieux. D'accord? Mais l'idée, merci en tout cas. Moi, si tu veux le faire comme ça, je suis curieux d'avoir des rendez-vous avec toi, mon ami. Mais ça peut être intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment, je veux faire le moins d'efforts possible pour pouvoir obtenir un rendez-vous qualifié. Qui est-ce qui a le plus besoin aujourd'hui de ce que je fais pour atteindre ses objectifs? Je ne dis pas qui a besoin de ce que je fais pour atteindre ses objectifs, c'est qui a le plus. Et l'art du ciblage et de la segmentation, c'est trouver le plus. Tout le monde peut segmenter. Facile. C'est trouver le petit, le plus. Et d'ailleurs, parfois, personne ne le trouve. Parfois, tu passes des années à vendre des trucs et tu ne te rends pas compte que c'est sous tes yeux. Ça arrive. Ensuite, pas de stratégie. Pas de stratégie, c'est demain, je vais faire 14 calls et puis ensuite, je vais lancer quelques messages sur LinkedIn. Puis, ouais, aujourd'hui, je le sens bien, j'aimerais bien lancer des ads. Tiens, pourquoi pas? Ok, on va lancer des ads. Ah ouais, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc je ne vais pas faire de call, mais à la place, je ferai bien quelques messages sur Instagram. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir une stratégie. Et la stratégie, c'est la meilleure manière de pouvoir aussi traquer ce que tu es en train de faire, voir si ce que tu fais a du sens. Voir le type de message que tu envoies. Ok, imaginons que tu veux faire de la stratégie, enfin, imaginons que tu veux faire de la prospection sur LinkedIn. Dans ta stratégie, il faut que tu aies plusieurs types de messages à envoyer, plusieurs hooks. Il faut que tu puisses voir combien de messages tu envoies par jour, quand, à quel moment de la journée, quel est ton taux de réponse entre la première réponse et la dernière réponse qui te permet d'avoir un rendez-vous, quelles sont les questions qui ont été les plus probantes, sur 100 messages que tu envoies, combien de rendez-vous tu arrives à obtenir, entre tous les rendez-vous que tu as pu obtenir, quels sont les éléments qui t'ont permis de closer. Une bonne stratégie, c'est surtout le fait de pouvoir se donner une ligne de conduite, une guideline et des garde-fous surtout, et de ne pas vouloir s'éparpiller. D'ailleurs, ceux qui ont le moins de stratégie, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Généralement, quand on est dans une situation financière un peu difficile, au niveau de notre boîte, on essaye plein de trucs. On essaye plein de trucs, on croise les doigts et on prie. Saint Steve Jobs, faites que les leads pleuvent. Ça ne marche pas.
Il faut une stratégie et il faut rester, il faut garder une certaine rigueur. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, si tu veux réellement obtenir des leads, d'abord, il faut s'asseoir, c'est dire, voilà, moi, ce sont les actions que je vais mener pendant X temps et de manière religieuse, je vais mener ces actions. Et tu dois les écrire, tu dois mettre un plan, un vrai plan d'action avec une ligne du temps, etc., etc. Premier élément, c'est ça. C'est cette manque de stratégie. Enfin, plutôt deuxième élément. Et qui dit stratégie dit KPI. Et quand on dit KPI, les gars, vous n'avez pas besoin de faire des trucs très compliqués. KPI, ça peut juste être le nombre de messages envoyés. Par exemple, si l'idée, c'est d'envoyer des messages sur LinkedIn. Le nombre de réponses que j'ai obtenues. Le mot KPI fait peur. Key Performance Indicator, ça fait peur. Tu as l'impression que tu dois avoir un bac plus 92 pour pouvoir le faire. Non. Combien de messages j'ai envoyés, quel message, combien de réponses j'ai eu. J'ai 4 messages, imaginons 4 hooks. Sur les 4 hooks, ben, je vois que j'ai plus de réponses sur les 2 premiers hooks. Ah, génial. Ben, ça veut dire que je vais pouvoir réitérer. Je vais me focaliser sur les 2 premiers hooks. Je vais en envoyer plus. Et je vais arrêter d'envoyer les 2 dernières, par exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir traquer votre prospection. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mettre des KPI, juste suivre vos performances. Mais il faut les mettre. Il ne faut pas simplement se dire, je suis mes indicateurs de performance. Non, on les enregistre quelque part. Vous ouvrez une feuille Excel, ça va très bien, c'est simple. Pierre pourra vous aider d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment garder des choses simples, mais suivez surtout toutes les actions de prospection que vous êtes en train de faire, toutes les actions de génération de leads que vous êtes en train de faire. Vous envoyez des mails, OK, combien de mails j'ai envoyé? Quels ont été les résultats? Le taux d'ouverture, le taux de conversion de mail à demande de prise de rendez-vous, etc., etc. Ce sont des indicateurs qui vous permettent de faire des optimisations. Sinon, vous allez faire que tourner en rond. Et ça, vous allez le faire pendant des années. Et à chaque fois que vous allez avoir un client, c'est au petit bonheur de la chance. Il y a un autre élément aussi qui, moi, me frustre, c'est que prospecter, ça ne veut pas dire, ou bien générer des leads, ça ne veut pas dire obtenir des rendez-vous. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Une bonne prospection, c'est obtenir des rendez-vous qualifiés. Et pas simplement obtenir des rendez-vous. Moi, j'en ai strictement rien à foutre d'avoir des rendez-vous avec le car wash du coin. Avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur. M'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas dans ma cible. J'en ai strictement. Alors, hier, on parlait de boucher avec Sébastien, mais bon, j'aime trop la viande, donc ça m'intéresserait toujours d'avoir un rendez-vous avec le boucher. Mais l'idée, c'est que tous les rendez-vous ne sont pas bons à prendre. Tous les rendez-vous ne sont pas intéressants. Et il faut qualifier. Et quand je dis qualifier, c'est d'aller simplement en l'espace de 2-3 questions grand maximum. Aller comprendre si le rendez-vous que tu vas proposer à la personne ou si dans ta génération de lead, si la personne que tu vas rencontrer a quelque chose ou tu as quelque chose plutôt à apporter à la personne. Alors, si c'est en génération de lead via ads, il y a des formes, il y a des formulaires, tu reçois le formulaire avant, tu regardes, bon, ben, monsieur machin, il ne m'intéresse pas. Tu lui envoies un mail sympatoche en disant que ben, voilà, vous ne m'intéressez pas. Par contre, je peux faire quelque chose pour vous si vous faites un effort là-dessus, par exemple. Imaginons que dans ton questionnaire, tu as mis une question budget. Voilà, la personne répond en dessous du budget que tu veux, que tu as, enfin, avec lequel tu pourrais travailler. Tu envoies un petit mail en disant, bah, écoutez, vous avez répondu ça. Malheureusement, moi, je ne travaille pas en dessous de ça. Mais par contre, si vous êtes prêt à considérer qu'on pourrait travailler avec un nouveau budget, alors ça a du sens d'avoir un rendez-vous, par exemple. Alors oui, vous allez perdre des leads, je sais. Oui, vous allez perdre des opportunités, peut-être. Mais par contre, vous allez surtout pouvoir avoir des rendez-vous plus qualifiés et avoir beaucoup plus de facilité à signer. Moi, je vous ai dit, je suis un entrepreneur fainéant. Ça ne m'intéresse pas de devoir lutter avec des gens pour obtenir une signature, des signatures faciles. Et pour ça, je qualifie. Et par exemple, si vous faites de la prospection via message, pareil, 2-3 questions pour comprendre si la personne en face de vous rentre dans votre segment. Prospection téléphonique, j'en parle même pas. Prospection téléphonique, si c'est juste obtenir un rendez-vous, call center, c'est très très bien, et 80% de vos rendez-vous, vous allez les choper. Mais si vous prenez le temps de prendre votre téléphone, 2-3 questions pour valider des éléments, après un rendez-vous.
Il ne faut pas que vous soyez omnubilé par le fait d'avoir des rendez-vous. Vous devez être omnubilé par le fait d'avoir des rendez-vous qualifiés qui vous permettent de faire des signatures. Et pas simplement le fait d'être devant des personnes qui, sympathiques, vont vous raconter leur vie et finalement, vous allez juste passer un bon moment. Cool. Mais ça ne fait pas avancer votre business. Pas plus que ça. Peur d'investir. Alors ouais, ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Pour pouvoir faire de la prospection, pour pouvoir générer du lead, on est obligé d'investir, que ce soit du temps ou de l'argent. On n'a pas d'autre choix. On doit être dans des networking qui nous coûtent cher. On doit prendre le téléphone, acheter parfois des listes, faire du scrapping et acheter des listes, ou faire appel à des services comme celle de Simon, par exemple. On doit investir dans de la génération de leads, par exemple. On doit investir dans des coachings. On doit investir. Et la peur d'investir, en fait, c'est un des éléments qui revient très, très souvent d'ailleurs. Un des éléments qui t'empêche d'avoir des leads. Simplement, si tu ne sais pas comment avoir des leads, ou si tu espères pouvoir obtenir des leads simplement en étant assis et en priant Saint Steve Jobs, ça ne marche pas. Quand bien même ce ne soit pas de l'argent, le temps que tu dois investir, tu dois pouvoir réellement t'investir toi et prendre cet engagement par rapport à toi pour faire cet investissement-là. Mais c'est généralement, le temps, ça ne pose pas généralement problème. Ce qui pose problème, c'est que les gens, ils ont peur d'investir de l'argent dans la génération de prospects et dans la prospection parce que c'est intangible, c'est un pari. On a l'impression qu'on fait un pari. Je vais mettre 500, 1000, 2000, 3000 balles dans une action marketing, imaginons. Et Dieu est grand. Ben non. Si vous choisissez bien vos partenaires, si derrière, quand bien même vous ayez un bon partenaire, mais que vous n'avez pas une bonne offre et vous n'avez pas un bon livrable, votre bon partenaire, il ne peut pas faire de l'alchimie et transformer le plomb en or. Impossible. Donc, avant même d'investir, d'abord vérifier que vous avez une bonne offre, un bon livrable. Une fois que c'est bon, OK, on investira. Mais l'idée, c'est de pouvoir passer cette frontière, passer cette barrière de se dire, pour pouvoir atteindre mes objectifs en termes de prospection, en termes de génération de leads, à un moment donné, il va falloir que je sorte le portefeuille. C'est tout. Alors, j'ai un ami avec lequel je discute beaucoup et je lui ai dit une phrase, et je pense que cette phrase, bon, on va se faire ban sur LinkedIn, c'est pas grave, on va le dire quand même. Pour pouvoir prospecter, tu n'as que deux solutions, sortir le portefeuille ou te sortir les doigts du cul. C'est tout. Idéalement, faire les deux, c'est bien. Et la peur de prospecter. Alors, la peur de prospecter, ça vient très, très souvent. On a peur de déranger, on a peur de se prendre un nom, on a peur de se prendre un vent d'ailleurs, on a peur de tout ça. Là-dessus, je dirais que ces blocages-là, effectivement, il faut travailler dessus. Si tu as ces blocages-là, il faut passer par des personnes dont c'est le métier pour lever ces blocages-là. Mais en tant qu'entrepreneur, à un certain moment, tu es obligé de prospecter, quand bien même tu aies mis d'autres systèmes en place. Quand bien même tu aies mis d'autres systèmes en place, même si par la suite tu as envie de déléguer, tu dois passer par cette case prospection, que ce soit prospection téléphonique, que ce soit prospection par message, que ce soit prospection par pigeon voyageur, j'en sais rien. L'idée, c'est que c'est le contact le plus réel et le plus direct que tu as avec ton marché. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, tu veux esquiver cette partie du travail qui te permet d'obtenir non seulement des vraies datas pour améliorer ton offre, pour améliorer ton service, comment tu estimes pouvoir t'améliorer, avancer dans ton aventure entrepreneuriale si tu n'es pas confronté au marché. La prospection, c'est une manière simple d'être confronté au marché. Et cette peur de la prospection, c'est quelque chose qui revient très souvent. Très, 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 très souvent. Bien évidemment, il y a des personnes qui ont des blocages et parfois, ça vient c'est très profond. Quand c'est très profond, fatalement, faites l'effort, mettez un billet, allez consulter quelqu'un qui vous aide là-dessus. Mais c'est essentiel. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous confronter au marché le plus rapidement possible et le plus souvent possible, surtout. Soit vous devez être dans la stratégie, soit dans la prospection, quand vous n'êtes pas dans l'opérationnel. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, Xavier, du coup, va investir dans les pigeons voyageurs. Ouais, les pigeons voyageurs, c'est très très bien, mais il faut savoir une chose, c'est que les pigeons voyageurs, ça je ne le savais pas, c'est que les pigeons ne peuvent que revenir. Donc en gros, tu ne peux pas les envoyer quelque part qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent que revenir
revenir. Donc, moi, pour que tu m'envoies un message en pigeon voyageur, avec un pigeon voyageur, il faut que j'aille élever des pigeons chez moi, que tu viennes chez moi, que tu prennes le pigeon, tu rentres chez toi, tu mettes le message, tu le lâches et lui, il reviendra chez moi. Donc, c'est un genre de SMS qui fonctionne qu'à un sens. Voilà. Si tu as envie Pas d'investir dans top les top, pigeons, quoi. je suis ton homme. Ouais, ça peut marcher comme ça. Et Savoir. Elena dit la fumée indienne aussi. Pardon? Elena parle de fumée indienne aussi qui peut fonctionner. Fumer quoi? Fumer La fumée indienne? indienne Ben, pour j'espère envoyer que des tu n'es pas messages Les fumeur. signaux de subliminaux. fumée. J'espère que vous êtes ultra créatif, c'est un truc de fou. Fumigène aussi, ça marche, tous ces Tam trucs-là. tam. Tam-tam, ok. Quelqu'un a quelque chose d'autre? D'autres Non? propositions? Pas d'autres propositions? Ben, Flizel. Allez, on va apprendre à savoir vendre alors. Ok. Alors maintenant, imaginons. Génial, j'ai un bon livrable. Top, j'ai une offre sexy. Et en plus de ça, j'ai réussi à avoir des leads. Normalement, la partie la plus difficile du travail a déjà été faite. Parce que si tu as une offre vraiment sympatoche, avec un produit vraiment sympatoche, et que tu as réussi à bien segmenter, bien qualifier, tu arrives devant des personnes à qui tu arriveras facilement à vendre ton produit. Et tu verras que le mot vendre, je le mets entre guillemets. Mais il y a toujours un effort à faire. Il faut valider des choses, il faut avancer avec la personne, rassurer la personne. Mais pour ça, il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération. La première raison pour laquelle je vois beaucoup de personnes se planter dans leur entretien de vente, c'est parce qu'ils sont là pour vendre un prix. Ils sont obnubilés par le moment où ils stressent d'ailleurs. Ils ont un truc dans leur estomac où au moment d'annoncer le prix, ils se cachent, ils regardent vite fait et ils annoncent le prix. Ça ne marche pas comme ça. Fatalement, imaginez que moi je dois vous vendre un truc et que je vous annonce le prix en ayant honte et en ayant un body language qui montre que je suis là pour vendre un prix et en plus de ça, que j'ai honte du prix que je vous annonce. Fatalement, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas là pour vendre un prix. D'ailleurs, vous n'êtes pas là. Alors, c'est bizarre ce que je veux dire. Dans un entretien de vente, vous n'êtes pas là pour vendre, d'abord. Et encore moins pour vendre un prix. Le prix, c'est simplement une unité, un moyen qu'on a trouvé de valoriser de manière simple la transaction qui va avoir lieu. C'est tout. C'est tout. Dans d'autres contextes, votre prix, ça va être je sais pas moi, une vache. Vous faites du troc, ça marche très bien aussi. J'espère que vous ne ferez pas. Mais l'idée, c'est d'arrêter d'être omnibilé. Arrêtez complètement d'être omnibilé par le prix que vous allez annoncer. C'est juste un moyen d'effectuer une transaction et rien d'autre. Et la plupart des vendeurs sont là pour juste vendre un prix. Première erreur. La deuxième, c'est l'erreur qui tue. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour voir si quelqu'un c'est un bon commercial ou un mauvais. Quand je fais passer des entretiens, je leur demande de me vendre un truc. Très souvent, c'est la gourde d'ailleurs. S'ils commencent par me présenter la gourde ou présenter le produit ou présenter le service, c'est mort. C'est mort. Ça ne marche pas. Si vous arrivez en entretien de vente et que la première des choses que vous faites après avoir brisé la glace, bien sympathisé, c'est de présenter votre produit, vous tirez une balle dans la jambe, c'est terminé. Et si vous faites une vente, c'est par miracle. C'est parce que votre offre est superbe, parce que vous avez un produit incroyable et que la personne que vous avez prospectée a réellement besoin de ce que vous faites aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un bon vendeur. Et quand je dis ça, il faut vraiment imaginer un truc très, très con. Les patients sont tous égoïstes, qu'on le veuille ou non. On est intéressé par nous-mêmes. Moi, si quelqu'un vient en rendez-vous pour essayer de me convaincre de sortir mon portefeuille, en plus je suis très radin, moi, sortir mon portefeuille et payer pour un service ou un produit, je veux que cette personne se soit intéressée à moi. Je veux que cette personne me connaisse. Je veux être la star de l'histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux me dire, OK, ce gars-là, cette fille-là m'a compris avant de me balancer tout. Donc, la première étape, c'est d'abord découvrir, parler, comprendre, échanger avec la personne, poser des questions, isoler son contexte, ses objectifs, ses obstacles, ses peurs, avant de présenter le service. Et là, on arrive justement à un point qui est important. Les personnes qui vont commencer le rendez-vous
en présentant leur service directement, ce sont des personnes qui n'ont pas de méthodologie. Et quand je dis pas de méthodologie, c'est que, encore une fois, moi, je suis bête et méchant. Je suis un entrepreneur flemmard. Je veux créer des standards. Je veux créer une méthodologie qui me permette de closer tout le monde de la même manière. Je veux mettre mon cerveau en mode avion, le réfléchir. J'arrive et j'avance. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je traite tout le monde de la même manière. Absolument pas. Ça veut juste dire que j'ai des étapes claires dans l'entretien de vente. Je prends le contrôle de la vente et je vais guider la personne qui est en face de moi dans toutes ces étapes pour qu'à la fin, on arrive à un oui. Et ce que je mets dans ces étapes, fatalement, là, je personnalise un tout petit peu quand même. Quand tu n'as pas de méthodologie, tu arrives en rendez-vous de vente avec un certain stress. Tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Tu ne sais pas comment tu vas devoir closer. Quand tu as une bonne méthodologie, et d'ailleurs, il y a plein de bonnes méthodologies. Moi, je pense avoir une bonne méthodologie que j'enseigne aussi à mes clients, qui me permet, moi, personnellement, d'obtenir des taux de closing intéressants, bien au-delà des 50%. C'est parce que je suis simplement cette méthodologie. Très simple. Surtout simple. Et cette méthodologie, elle est orientée simplement vers les intérêts du client. Moi, je suis juste un guide. Alors ça, je le dis souvent à mes clients. Gian, je lui ai dit 1000 fois ça d'ailleurs. Dans l'histoire, moi, je suis Dumbledore. Toi, tu es Harry Potter. Le héros de l'histoire, c'est le client. Moi, en tant que prestataire de service, en tant que vendeur, en tant que vendeur de produits, je suis juste un guide. Et ma mission, c'est guider la personne à obtenir ce qu'elle veut. Et dans un entretien de vente, pareil. L'objectif, c'est pas vendre, c'est d'accompagner la personne à prendre la meilleure décision possible et imaginable. Et si cette meilleure décision, c'est de bosser avec toi, tant mieux. Très souvent, je refuse de faire une vente, quand bien même elle soit facile, parce que je n'ai pas l'intime conviction que je suis la bonne personne. Oui, je perds du chiffre d'affaires, je sais. Je perds du chiffre d'affaires, mais par contre, qu'est-ce que je leur bien? C'est un élément très, très important. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez évaluer la chose. Mais votre méthodologie doit avoir été pensée pour accompagner la personne à prendre la meilleure décision possible et imaginable. Essentiel. Une des autres raisons pour lesquelles on devient des mauvais vendeurs, c'est parce qu'on n'a pas de suivi. On ne fait pas de relance. 50% de votre chiffre d'affaires se cache dans votre boîte mail. Et en réalité, je dirais même plus, 60% peut-être, 70% de votre chiffre d'affaires, 70% pour les Belges. Je suis avec vous, les gars. 70% de votre chiffre d'affaires se cache dans la boîte mail. Quand on ne fait pas de relance, ou quand bien même on fasse une relance et ce n'est pas une relance intelligente, fatalement, on est en train de perdre du chiffre d'affaires. Une des raisons principales, c'est ça. Ce n'est pas le fait de ne pas savoir lever des objections. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de pas pouvoir répondre au tac au tac comme ça. Non. C'est généralement parce qu'on simplement on a un vivier dans notre boîte mail, sur notre LinkedIn, sur Instagram, et on ne va pas l'exploiter. Voilà. Des personnes avec lesquelles on a déjà parlé et qu'on ne relance plus. Non. Il faut avoir une stratégie de relance. Il faut savoir comment on relance les personnes. Comment on relance les personnes. Combien de fois on relance les personnes. Qu'est-ce qu'on dit dans les relances pour pouvoir les inviter à revenir vers nous. Et dernière étape, c'est, comme je le disais, être là pour vendre. Si vous êtes là pour vendre dans un entretien de vente, vous êtes en train de vous tirer une balle dans la jambe encore. Il y a énormément de balles que vous êtes tirées dans la jambe d'ailleurs. Aujourd'hui. Quand je dis qu'il ne faut pas être là pour vendre, c'est parce qu'il faut être là pour faire acheter. Ce n'est pas du tout la même optique. Ne serait-ce que pour le prix. Si je suis là pour vendre, j'annonce le prix. Si je suis là pour faire acheter, je fais en sorte qu'on me demande le prix. Ce n'est pas du tout la même chose. Je suis là pour t'accompagner à prendre la meilleure décision qui soit. Et fatalement, si je suis dans cette optique-là, je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je suis là pour t'aider à prendre une décision et donc acheter. Ce switch, le jour où tu arrives à vraiment le faire dans ton cerveau, ne plus vendre, mais plutôt faire acheter, déjà, tu vas arriver en rendez-vous de vente avec un autre état d'esprit, et ça va se ressentir, tu vas être désintéressé, et les gens adorent ça.
Et surtout, toi, tu vas pouvoir avoir une posture qui te permet d'aller plus loin dans ta validation, plus loin dans les recherches avec le client, plus loin dans la création de relations, ce qui est essentiel. Un client qui ne signe pas, ce n'est pas grave, ça peut être un ambassadeur qui te recommande. Et généralement, c'est ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, si j'ai une personne avec laquelle je discute et qui finit par ne pas signer, allez, 3 fois sur 4, elle me recommande quelqu'un. 3 fois sur 4. Parce que j'étais dans la création de la relation. Je n'étais pas dans un entretien de vente. C'est différent. On a Une une fois que question, vous... Erfan, Oui, je t'en prie. de Elena. Vas-y, Elena, pose-moi la question. Elena, est-ce que tu peux prendre la parole ou... Ouais, c'est Non, bon, bien. je sais pas si vous m'entendez? Ouais, on Ouais, t'entend. super. Super. Oui, je demandais dans le chat sur quoi tu te bases pour relancer tes prospects et à quelle fréquence? Tout dépend de ce que j'ai à vendre. Réellement, d'abord, tout dépend de ce que j'ai à vendre et tout dépend de la relation que j'ai pu créer avec la personne. L'idée dans mes relances, c'est que toutes mes relances suivent la même trame. Toutes mes relances répondent aux mêmes règles, mais par contre, toutes mes relances sont personnalisées. Je vais te prendre un exemple simple. Moi, je ne relance un client maximum, enfin un prospect plutôt 3 fois, maximum 3 fois. Sur ces 3 fois, chaque message de relance répond à un objectif différent. Le premier message, c'est un type de message. Si j'ai une réponse, génial. Si je n'ai pas de réponse, j'en ai un deuxième qui repart quelques jours après. Et pareil, c'est un autre type de message. Si j'ai une réponse, génial. Si je n'ai pas de réponse, pareil, dernier message. Dernier message encore. Le dernier message a un autre état d'esprit aussi. La fréquence que moi j'ai, en réalité, tu es dans la prestation de service, Elena? Oui, moi j'accompagne les entreprises dans leur développement commercial et c'est souvent quand on parle de prospection et autres un sujet qu'on aborde. Et du coup, je voulais avoir ton Alors, ton là, non, approche. personnellement, tous les 3 jours. Moi ça me paraît sensé de faire première relance après 3 jours, si c'est vraiment silence radio. Hein. Je ne te Ok. parle pas de la personne qui te dit « ouais, je te recontacte dans 3 jours ». Déjà, si quelqu'un te dit « je te recontacte dans 3 jours », c'est que tu as mal clôturé ton Oui, rendez-vous. non, mais c'est mort, on est d'accord. Déjà ça. Je dis à mes C'est pas clients, mort. quand vous appelez ou quand vous relancez, partez du principe qu'il ne faut jamais repartir les mains vides. Donc je leur dis, il faut que vous repartiez avec un truc. S'il n'y a C'est pas toujours ça. l'effet escompté, il faut avoir un truc qui permet de rappeler le coup d'après ou de relancer ou Exact, d'avoir un un sujet. rendez-vous, un truc dans le genre. Mais Ouais. imaginons même que voilà, on a fixé un rendez-vous, la personne annule le rendez-vous au dernier moment pour X raisons, Ouais. et puis elle ne répond plus. Voilà, c'est terminé. Moi, personnellement, j'attends 3 jours. Je relance après 3 jours. Si j'ai pas de réponse, 3 jours après. Après, je compte toujours les week-ends comme jour mort. Et le dernier message, je l'envoie encore 3 jours après. L'idée, c'est que je veux battre le fer tant qu'il est encore chaud. Du temps entre le dernier contact que j'ai eu et le dernier message que les personnes reçoivent, je ne veux pas plus de 10 jours. Je veux pas plus de 10 jours. Je veux rester top of mind. Je veux rester encore frais dans l'esprit des personnes. Donc, les relances qui sont très, très éloignées, ça ne m'intéresse pas directement. Alors, bien évidemment, que quand je n'ai pas de réponse au 3e mail, et généralement, ça n'arrive jamais. Le 2e mail, il y a toujours une réponse. Mais imaginons que je n'ai pas de réponse au 3e mail, cette personne, je la relancerai quand même dans quelques mois. Au moins une fois, personnellement, une fois par mois, j'ai une campagne de relance. Okay. Une fois par mois, je me pose et je regarde les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ou bien les personnes qui ne m'ont pas répondu le mois précédent et je relance tout le monde. Moi, j'ai besoin de savoir si c'est oui, si c'est non. Du temps que je n'ai pas un oui ou un non, je continue. Aussi simple que ça. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont dans ma boîte de relance depuis 2 mois. Mais je sais qu'à un moment donné, ils vont me dire soit oui, soit non. Mais du temps que je n'ai pas obtenu le oui ou le non, je continue. Ou bien bloquez-moi, les gars. C'est aussi simple que ça. Ouais, Donc, oui, voilà. oui, non, merde. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est tout. Le reste, ça n'a aucun sens pour moi. Je vous recontacte, ça ne veut rien dire. Combien de fois, moi, j'ai dit je vous recontacte? Je n'aurais jamais recontacté les personnes. Et je m'en veux d'ailleurs. Le karma, c'est à cause de ça que je suis en train de... Non, que dalle. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Super. Merci, Elena, pour ton intervention. De rien. Merci. Okay. Ensuite, il y a une fois que vous avez maîtrisé ces 4 éléments, normalement, vous avez une boîte qui fonctionne. Alors, bien évidemment, il faut de la RH après, il faut de la gestion financière, il faut de la gestion de trésorerie, etc. Bien évidemment. Là, c'est le socle d'une entreprise dont je vous parle. Pour
au niveau commercial, ça fonctionne. Mais il y a un petit bonus. Tu peux avoir ces 4 éléments. Tu peux avoir un produit ou un service formidable avec une offre incroyable, une méthode d'acquisition de dingue, et en plus de ça, être excellent en vente. Il te manquera toujours un petit truc. Si tu ne vas pas au bout des choses. Et le petit bonus de la formule, c'est ton ego. Alors, c'est génial qu'on ait aujourd'hui Gian, encore une fois. Gian, aujourd'hui, je vais te balancer des fleurs, j'espère que tu es prêt. C'est que, pourquoi est-ce que Gian, aujourd'hui, elle a réussi? Pourquoi est-ce que Gian est parti de juste... en fait, on n'avait même pas d'idée. C'est juste, Gian avait beaucoup de compétences. Elle voulait devenir entrepreneur. C'est tout. Entrepreneuse. C'est tout. Elle avait beaucoup, beaucoup de compétences. On est parti de ça. Aujourd'hui, elle a un business, et un business avec lequel elle fait des ventes. Surtout. C'est parce que elle a réussi à se détacher d'un élément qui crée énormément de faillites et énormément d'échecs. C'est son ego. Elle a réussi à adopter une posture d'entrepreneur. Alors, quand je parle de posture entrepreneuriale, Xavier, c'est la personne à aller voir quand on parle de posture entrepreneuriale. C'est Monsieur Posture. Il y a une posture. Le fait d'être entrepreneur, ce n'est pas un métier. Le fait d'être entrepreneur, ce n'est pas un truc qu'on balance comme ça. C'est une identité. Comment est-ce que je fais en sorte que cette partie fasse partie de mon identité? L'entrepreneuriat, c'est une identité, c'est pas un métier, les gars. Un métier, c'est être boulanger. Un métier, c'est être directeur des ventes. Entrepreneur, c'est une identité. Deuxième élément, c'est le fait de ne pas avoir des objectifs qui soient assez ambitieux. Très souvent, on a des objectifs juste alimentaires, ou certaines personnes ont des objectifs qui sont juste irréalistes. Il faut le juste milieu. Des objectifs ambitieux, réalistes. Et pour atteindre un objectif, on doit avoir un plan d'action clair. Moi, je dois savoir chaque mois ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs. Que ce soit un objectif financier, que ce soit un objectif en termes de RH, que ce soit un objectif en termes d'optimisation, peu importe. Si je n'ai pas un plan d'action clair, défini, avec des actions claires à exécuter, c'est un rêve. Les rêves, c'est fait pour les rêveurs, c'est génial, mais les rêveurs ne réalisent pas grand-chose. La personne qui réalise quelque chose dans sa vie, c'est le rêveur qui a dit « Attends, ce rêve, je vais le transformer en objectif. Pour atteindre mon objectif, je vais créer un plan d'action. Et un plan d'action, le mot action est très important. Donc, je vais mener des actions chaque mois, de manière claire. Je vais les traquer. Je vais voir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. En gros, je vais me sortir les doigts du cul pour atteindre un objectif ambitieux. Mon objectif doit me faire peur. Si j'estime pouvoir faire 150 000 l'année, je dois viser 250 000. Il doit me faire un peu peur et me dire, putain, mais comment je vais y arriver? Et le dernier élément, c'est l'aide. Depuis le jour où j'ai commencé à entreprendre, jusqu'à aujourd'hui, je me suis fait accompagner, toujours. J'ai toujours eu des mentors. À l'époque, c'était des personnes que je payais pour m'accompagner sur certains éléments. Et ensuite, ce sont devenus des associés. Là, aujourd'hui, j'ai un de mes mentors avec lequel j'ai bossé pendant on peut dire 2 ans. Et aujourd'hui, on est arrivé plus ou moins au même niveau d'entrepreneuriat. Et donc, on est devenus associés. Et là, les mentors que j'ai, ce sont des personnes que je ne peux plus payer. Parce que ils gagnent des sommes où moi, si je viens même avec 10-15 000 pour eux, c'est une goutte d'eau dans leur patrimoine. Ils s'en foutent. Donc, je dois donner autre chose. Mais l'idée, c'est le fait de se faire accompagner sur qu'importe l'élément, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit vente, que ce soit organisation, peu importe, c'est prendre un accélérateur. Et le fait de prendre cet accélérateur, ça porte bien son nom, on fait les choses plus rapidement. Il y a des personnes qui ont vécu tout ce que moi je suis en train de vivre. J'ai pas envie d'attendre longtemps. J'ai envie d'atteindre des résultats. Et quand on va me demander de faire quelque chose, quand bien même ici à l'intérieur, je ne me sens pas aligné, moi je vais le faire. Je vais le faire. Alors quand je dis pas aligné, qu'on ne me demande pas de buter un chat. Ouais, faut qu'on reste dans la logique des choses. Et c'est aussi pour ça qu'il faut choisir les personnes qui t'accompagnent. Mais le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul, de se séparer de son ego et d'accepter qu'il y a des personnes qui connaissent mieux le domaine que toi et de leur demander de l'aide, c'est un signe
c'est un signe de sagesse et surtout, c'est un moyen très simple d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est le petit bonus qui, moi, m'a permis d'accélérer de manière considérable tout ce que j'ai pu lancer. C'est le fait d'avoir un mentor, des mentors sur différents domaines de ma vie pour pouvoir atteindre mes objectifs. Sans eux, je le dis clairement, j'aurais peut-être été commercial dans une boîte. Ce qui est très bien, mais ce n'était pas ce que je voulais pour moi. Ce qui nous conduit aux dernières slides. Mon objectif, c'est atteindre tes objectifs. Je sais, ça fait un peu putaclic le truc, mais c'est pas grave, je vous le balance quand même. Et c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Merci Irfan. On a donc sur ta Erfan, dernière. depuis tout à l'heure, je voulais lui dire. Irfan. C'est parce que j'ai pas sorti de blague sur les Belges, tu me venges. Je suis de retour, on me voit, ouais. Génial. C'est bon. On a Elena qui dit que tu as raison, le rêveur qui passe à l'action, c'est la réussite assurée. On a Jeanne qui remercie Elena puisqu'elle l'a félicitée et elle dit que c'est parce qu'elle a eu un très bon guide, #Gourou Erfan. On a encore Elena qui dit que même le meilleur des meilleurs a toujours un mentor pour rester le meilleur ou pour être encore meilleur et que ce mot accélérateur que tu as employé, c'est exactement ça. Voilà, donc juste des réflexions, hein, pas trop de questions. Si des gens ont des questions sur ce webinaire, sur ce qui a été abordé, sur quelque chose qui a été dit, pas compris, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, ce qu'on peut faire... Ah, on a Pierre qui a une petite question. Allez-y, Pierre. En fait, c'est une question, une remarque. Je n'avais pas accès je ne savais pas rentrer dans la conversation, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu interagir comme je le souhaitais. Mais de toute façon, ben voilà, j'étais bien content d'entendre Erfan et c'est d'abord très bien minuté et très bien cadré, et puis c'était super clair. Donc voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Mais comme je ne pouvais pas le mettre dans la conversation, je voulais quand même pouvoir le dire en intervenant. C'est super, merci Pierre. Je vous propose, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, parce qu'ils n'ont pas posé de questions pendant le webinaire, juste de faire une petite présentation en quelques mots de qui vous êtes et de votre activité. Alors, je vois qu'on a Flo qui a une question, donc on va peut-être démarrer par Flo. Comme ça, si tu peux te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation qui m'a poussé à la réflexion sur notre process, parce que nous, on est un cabinet de recrutement où on travaille différemment des autres, où on propose des formules d'abonnement. On a retiré la notion de facturation au succès des autres cabinets, et ce qui permet aux cabinets, sur leurs besoins de recrutement, de faire des économies sur le long de l'année. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette présentation, c'est que je sais que le mot abonnement fait peur. On a levé tous les freins, c'est-à-dire que même au terme de l'abonnement, s'ils ne sont pas gagnants financièrement, l'abonnement continue gratuitement. Et je retiendrai les flat fees et les success fees, voir dans notre communication comment on peut transformer cette notion d'abonnement avec une autre terminologie plus sexy. Et en plus de ça, tu as une chance incroyable, Flo, c'est que tu as une boîte de recrutement. Une boîte de recrutement, en gros, c'est une boîte de vente et rien d'autre. Vous êtes là pour vendre des profils, vous êtes là pour vendre votre expertise à des boîtes qui doivent vous faire confiance pour trouver les bons profils. En fait, vous ne faites que vendre, rien d'autre. Rien d'autre. Et notre approche, nous, aujourd'hui, c'est du mail, mais on envoie un candidat qualifié. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur les annonces qu'on peut voir des entreprises. Je cherche un comptable, et ben on va envoyer à l'entreprise un comptable d'un profil qu'on a qualifié. Donc on vous apporte de la valeur. Est-ce que ce candidat vous intéresse? Si vous intéresse, venez, on discute et on voit comment on peut collaborer. Ok. Mais je dois avouer qu'on a un peu de difficulté parce que à conclure des ventes. Ok, il y a plein de solutions. Il y a plein d'éléments sur lesquels tu peux travailler, mais dis-toi que toutes les boîtes de recrutement, c'est essentiellement des boîtes qui sont là pour vendre. C'est que de la vente d'ailleurs. Alors, on a l'impression que les métiers de vente, c'est tout ce qui est agent immobilier, vendeur de bagnoles, etc., etc. Oui, mais ton métier à toi, c'est essentiellement un métier de la vente. C'est essentiellement un métier de la vente et du marketing. Essentiellement. Avant d'être toute autre chose. Merci. D'accord.
On continue sur la même société, hein, puisque les dénicheurs de talent, on a Julie et Camille qui sont là, qui travaillent pour Florian, avec Florian. Bonjour, merci pour la formation. C'était très intéressant. Alors, c'est plus moi qui fais le commercial que Camille. Effectivement, j'ai pris plein de notes sur comment on peut vendre le cabinet sans le vendre, comme tu as expliqué tout à l'heure. Essayer plutôt de tourner la formule en vous avez besoin de ça, votre objectif c'est ça, et comment est-ce qu'on peut vous aider avant d'essayer de leur vendre d'abord nos abonnements ou les différentes formules qu'on propose. Donc, on va essayer de s'en inspirer, on verra si ça nous aide un peu plus. J'espère. Super. Merci Julie et Camille. On a Estelle. Estelle, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Est-ce que votre micro fonctionne? Ah, oui. Oui, bonjour. Bonjour Estelle. Moi, en fait, je propose des matériaux aux artisans pour qui travaillent des matériaux innovants comme des pigments végétaux. Ok. Ok, super. Sur quelle région? France, Belgique? Faut que je fasse un quota après. France et Belgique. Ah, ok. Comme ça, il y a les deux. Quel vivier de potentiel, c'est incroyable. Merci Estelle. Et le nom de votre boîte? Comme ça, au moins, ça fait un peu de pub. Agriafita. Super. Merci beaucoup Estelle. J'ai Salesman. Alors, est-ce que notre meilleur vendeur va pouvoir parler un petit peu? Est-ce que son micro marche? À bientôt, Elena. Merci Elena, à bientôt. Non, Salesman apparemment ne fonctionne pas. J'ai une Marine. Bonjour Marine. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Du coup, Marine, j'ai développé une application de productivité pour entrepreneurs et du coup, je travaille avec Airfan pour le lancement de l'application. Super. Et comment s'appelle l'application? Agenska. Eh bien, super. Comme ça, on pourra tous aller regarder ça. N'hésitez Avec pas à plaisir. aller mettre un petit commentaire. Vous verrez demain sur mon LinkedIn, je mettrai le replay du coup de ce webinaire. Comme ça, si vous voulez vous remémorer un petit peu ce qui a été dit, ce sera possible. Et comme ça, vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires avec vos noms de société. Comme ça, moi, ça permettra aux gens qui sont intéressés, après avoir vu ce webinaire, de pouvoir aussi vous contacter. Et bon, on a parlé d'elle pendant tout le webinaire. Jeanne, est-ce que tu peux prendre la parole? Ou est-ce que tu n'es qu'un mythe et tu n'existes pas? Non, j'existe vraiment. Ah, super. Bonjour à tous, bonjour Sébastien, bonjour Antoine. Avant de me présenter, je ne m'attendais pas déjà à recevoir autant de fleurs en 1h30. En 1h30, j'ai pu voir balayer tout l'accompagnement que j'ai pu avoir avec Irfan. Il l'a résumé en quelques slides, mais c'est vraiment une expérience unique en tout cas. Petit disclaimer, moi j'ai pas de gourou, j'ai un mentor, des mentors, mais pas de gourou, non. Sinon, je m'appelle Jeanne Arabe, je suis coach et ingénieure. J'accompagne les entrepreneurs à ne plus subir leur agenda et tout simplement que cet agenda soit un outil de bien-être et de performance. Super, merci beaucoup Jeanne. Merci Et à vous. non, c'était une petite blague pour Irfan, le gourou. Mais il sait qu'on partagera une côte de bœuf dans pas très longtemps ensemble. Tu m'as dit gourou, je pense à me raser le crâne, mettre une toge orange et puis Oh non, être en méditation la moitié de la journée. C'est bien. non. Je rêve d'être Non, aérodynamique. Du coup, Xavier, vous vous êtes présenté, mais si vous avez un petit mot à dire. Non, pas nécessairement. Enfin, il y a plein de réflexions qui se font, qui vont se faire, qui vont mijoter. Et, j'en reparlerai avec Irfan. Voilà. Super. Et le nom de votre société? Parce que je crois que vous ne l'aviez pas dit tout à l'heure. Je suis seul. Maintenant, oui, j'ai C2O2, mais si on cherche Xavier Bartholomé, on me trouve plus facilement. On vous trouve. C'est bien. Eh ben, super. Merci beaucoup, Xavier. Merci et Pierre, pareil, du coup, vous avez donné un petit mot tout à l'heure, mais... Non, rien, c'était super intéressant. Et peut-être juste le nom commercial de mon activité, puisque je suis formateur Excel, ça s'appelle exceller.net.
Voilà. Super. Et vous pouvez me Parfait. retrouver sur LinkedIn sous mon nom ou sous Excel.net. Voilà. Parfait. Erfan, un dernier petit mot? J'étais pas préparé. Bah, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir de partager tout ça. J'espère réellement que vous allez pouvoir rentrer dans une réflexion et que vous décidiez de faire des choses sur ces 4 éléments essentiellement. Revoir votre livrable, revoir votre offre, revoir votre méthode d'acquisition et puis revoir votre méthode de vente. Que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit avec des vidéos, des livres, on est tout au début de 2025. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que cette année change certaines choses ou vous permette de vous améliorer dans certains points. Donc, que ce soit avec moi, avec d'autres personnes, et si vous êtes des personnes qui ne mangez pas de viande, que c'est mieux que ce soit avec d'autres personnes du coup, faites cet effort de recherche, faites cet effort de vous remettre en question et faites surtout l'effort de partager. Merci Erfan, merci encore Ça pour... faisait très gourou, non? Ça faisait pas gourou? Ça faisait pas gourou? Un petit peu. Un petit peu, mais j'ai pas relevé parce que j'ai peur que Gian après me tape. Merci beaucoup pour ton temps, pour ce superbe webinaire qu'on peut appeler masterclass hein, pour le coup. Alors oui, vous avez vu les slides, vous avez vu la formule magique d'Erfan, mais pour l'appliquer, il faut un petit peu plus que ça. Alors lui, il aime pas ça parce que c'est pas pour ça qu'il est venu, mais n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'un accompagnement sur ce sujet et il saura vous rediriger si jamais voilà. Encore une fois, vous ne répondez pas à sa cible client, à son budget, etc., etc., etc. Mais je vous laisse voir tout le webinaire si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Merci à tous pour votre présence. On était 15 jusqu'à 16 participants ce matin. C'est super intéressant. Pas assez pour moi parce que voilà, cette formule mérite d'être propulsée pour plus de personnes. Mais YouTube sera là pour ça. Vous serez sur la chaîne YouTube et LinkedIn aussi également. N'hésitez pas à partager le post de demain où sera remis le replay. Merci à tous. Prenez Bonne soin de vous. journée. Merci, Au à revoir. plus tard. Merci beaucoup.